Józef Kwiatkowski. Jako najsilniejszy, pomimo wyczerpania, pomagałem przy wynoszeniu zmarłych. Opisanie w kilku zdaniach wrażeń z tego oddziału jest niemożliwe, ale spróbuję. Chorzy w agonii umierali w drodze do toalety, na toalecie lub w drodze powrotnej. Plony. Nasz prawdziwy zawód to rolnictwo, nie zabijanie, chociaż przyznaję, rzezie na bagnach odbywały się w rytmie prac sezonowych i kiedy były duże deszcze, nie wychodziliśmy po plony. Mogił. Trupy wrzucano do studni, zakopywano w stodołach, ziemiankach i końskich mogiłach, a potem dzieci wyciągały je ze studni, z dołów, z ziemianek i z końskich mogił. Józef Kwiatkowski. En tant que le plus fort malgré la fatigue, j'aidais à transporter des gens morts. Décrire en quelques phrases les impressions de ce secteur est impossible, mais je vais essayer. Les malades en agonie mouraient en allant aux toilettes, assis dans les toilettes ou en revenant. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous donner la traduction des deux autres poèmes que notre invité Grzegorz Kwiatkowski vient de lire, Grzegorz va nous expliquer dans quelles circonstances il a découvert le premier poème qu'il nous a lu. Ce poème est en effet le poème de Józef Kwiatkowski, un poème d'un homonyme, mais ce n'est pas un homonyme, c'est un membre de sa famille. Peut-être Grzegorz va nous expliquer ce qui s'est passé et Mateusz va traduire pour nous. Dzień dobry, bardzo mi miło z powodu tej uroczystości, chciałem powiedzieć radosnej, ale na pewno nie jest radosna, po pierwsze z powodu tematyki tej książki, a po drugie z powodu okoliczności, czyli wojny w Ukrainie. Bonjour à toutes et à tous. J'allais dire, je suis très content de cet heureux événement, mais cet heureux événement qui nous réunit aujourd'hui n'est pas tout à fait heureux, non seulement en raison de la situation actuelle politique et de la guerre en Ukraine, d'une part, d'autre part en raison des sujets que nous allons aborder. Ten pierwszy wiersz, który przeczytałem, to tak naprawdę mój najnowszy wiersz i jego źródło jest to takie, że przypadkowo kilka miesięcy temu znalazłem w obozowym archiwum Muzeum Stutthof notatki mojego dziadka Józefa Kwiatkowskiego. I ten pierwszy wiersz to w dużej mierze jego słowa i ten pierwszy wiersz tak naprawdę pokazuje całą metodologię tej poezji. Le premier poème, le poème par lequel on a commencé, à vrai dire, est un de mes derniers poèmes. Ce poème résulte de mes recherches dans les archives du musée de Stutthof, en Pologne, près de Gdańsk, où par hasard je suis tombé en fait sur les notes de mon grand-père, Józef Kwiatkowski. Le poème reprend en grande partie les mots, les extraits que j'ai pu retrouver. Et ainsi résume également la méthode poétique qui est la mienne. Ten wiersz też bardzo tragicznie, ale ciekawie zamyka tą książkę. Znaleźliśmy go dosłownie parę miesięcy temu, znaczy ja znalazłem te notatki parę miesięcy temu i dosłownie przed drukiem tej książki poprosiłem Guillauma o dołączenie tego wiersza do tej książki i to dokładnie zamyka całą moją drogę, która rozpoczęła się, kiedy miałem 10 albo 11 lat, byłem dzieckiem, pojechałem do obozowego muzeum z moim dziadkiem, to była jego pierwsza wizyta po wojnie i w tym obozie widziałem człowieka złamanego, rekonstruującego, krzyczącego, płaczącego i to było moje jedno z największych drastycznych przeżyć i ta wizyta jakby pozostawiła we mnie tyle pytań, że efektem tego jest ta książka. Et ce poème, à vrai dire, qui a été rajouté in extremis au volume tel que préparé en français,
renferme, à vrai dire, toute ma route poétique qui commence par un des événements tragiques, d'une intensité assez grande, qui m'a énormément marqué, qui était celui de la visite au camp avec mon grand-père, quand j'avais 10 ans, en fait, et ces réactions à l'époque m'ont tellement marqué que du coup, initie en fait le cheminement poétique qui nous amène jusqu'à ce volume, jusqu'à cette traduction et jusqu'à ce dernier texte. Jeszcze tylko jeden komentarz pod tytułem, że czasami samemu zastanawiałem się, czy to, co piszę i te rekonstrukcje przeszłości, próby zrozumienia przeszłości, bo nie chodzi tutaj o dokumentację archeologiczną, ani o historię tak naprawdę, a o to, jak przeżywa moje pokolenie tą historię. Więc wydawało mi się, że ta historia rzeczywiście jest historią i jest przeszłością, a wojna w Ukrainie i atak Rosjan i Rosji na Ukrainę niestety pokazała, że to wszystko jest, rzekłbym, obrzydliwie aktualne. To znaczy jest to jakaś wielka porażka, którą też sam przeżywam i z punktu artystycznego powinienem być zadowolony, bo ma to większy rezonans, ale absolutnie nie ma w tym żadnego zadowolenia. Et juste pour ajouter, à vrai dire, ces textes résultent d'une réflexion que j'ai menée moi-même, à vrai dire, non pas des reconstructions de l'histoire, mais des tentatives de la comprendre, de percevoir aussi comment ma génération perçoit ce passé, ressent ce passé qui semblait bien plus éloigné récemment que depuis le 24 février, depuis le début de la guerre en Ukraine, où il s'est avéré que la méthode et le contenu de ces textes-là et de cette réflexion-là sont actuels de manière abjecte, en fait. Ce qui pourrait être une source de satisfaction artistique, mais en fait est à vrai dire un sentiment tragique que je ressens, que j'éprouve. Alors, on a commencé une medias res avec ce poème, donc vous avez compris, du grand-père de Grzegorz Kwiatkowski, poème qui fait écho à ses propres poèmes, lesquels ont été traduits par Zbigniew Naliwajek en français, pour une publication qui est, malheureusement, nous n'avons pas le livre aujourd'hui parce que le livre a été bloqué avec tout un tas d'ennuis, notamment la situation actuelle, mais il est disponible sur le site de l'éditeur La Rumeur Libre. Hein. Ce livre s'appelle Joie, au pluriel. Comme le dit Claude dans sa préface, c'est un titre qui est un peu paradoxal, on pourrait dire, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est un understatement, puisque en effet il s'agit de 4 très courts recueils, hein, réunis dans une seule publication et dont les thématiques, les enjeux sont, comme le disait Grzegorz à l'instant, tragiques. Alors, nous avons commencé un peu une medias res, hein, mais peut-être faut-il avant qu'on lise les traductions des 2 autres poèmes, que je présente un petit peu cette rencontre, hein, pour que vous en saisissiez bien tous les enjeux. D'abord, il s'agit donc d'un jeune poète polonais, né en 1984, qui est aussi un musicien d'ailleurs, qui est membre d'un groupe de rock psychédélique qui s'appelle Trupa Trupa, qui, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que malheureusement mon polonais est débutant malgré les efforts de mes amis, notamment Michał Grabowski, que j'aperçois dans la salle en train de rire un petit peu, eh bien, ça veut dire, je crois, groupe de cadavres, quelque chose comme ça, c'est un jeu de mots, je pense, sur les déclinaisons. Troupe de cadavres, je ne sais pas comment on pourrait traduire, bon, voilà, c'est un défi pour les traducteurs. Et donc c'est un poète et aussi chanteur et musicien de ce groupe. Je vous passe toutes les descriptions diverses de ces disons, connexions dans le monde de la poésie internationale qui sont très importantes. Moi, je l'ai rencontré en Autriche, à Graz, où il était Styrian Artist in Residence, c'est-à-dire Staïr, hein, presque une star. Et il était aussi à Vienne, mais à Oslo, dans des différents festivals, etc. Je ne pense pas que ce soit des choses qu'il faille mentionner dans le détail. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que la revue Poésie avait traduit déjà, enfin publié des traductions
de Zbigniew Nalewajek dans un de ses numéros consacrés à l'Europe centrale. Donc, dans un des numéros, Europe, virgule, centrale. Mais vous connaissez, je pense, cette histoire de virgule. Vous savez, le sens absolument profond que je mets dans la virgule entre Europe et centrale, non pas pour séparer l'Europe de l'Europe centrale ou de sa centralité, mais pour dire que l'Europe est centrale, que l'Europe centrale l'est aussi, et que l'Europe doit retrouver son centre d'une certaine façon, qui est à la fois la poésie et aussi son centre, on pourrait dire son équilibre, son sens géopoétique, pourrait-on presque dire. Et c'est précisément dans la continuité de ces numéros Europe centrale de poésie, que Michel Deguy et l'équipe de poésie avaient eu la générosité de me permettre d'organiser, de coordonner. C'est dans cette continuité que j'ai créé aux éditions de la Rumeur Libre une nouvelle collection qui s'appelle Poésie centrale. Donc cette fois, il y a une barre oblique, il n'y a pas de virgule. Tiens, je ne sais pas si c'était pas en forme ce jour-là. Et qui, en fait, s'inscrit aussi dans la suite, d'une certaine façon, de la collection Raison poétique, créée par Guillaume Artus-Bouvet, aussi un membre de la revue Poésie, collection qui avait hébergé un texte de Michel Deguy sur l'amitié avec Lanzmann, ainsi qu'un texte de Pierre Vinclair qui, à l'invitation de la revue, a dirigé un de nos prochains numéros, et donc une nouvelle collection consacrée à la centralité donc, de la poésie et de l'Europe centrale, d'une Europe tout entière, je dirais, par-delà les frontières que la politique a créées. C'est-à-dire que finalement, et l'histoire bien sûr, finalement, la poésie nous sert peut-être à déconstruire, sinon des frontières, du moins des barrières en tout cas, et à passer les frontières. Et c'est un peu ça l'utopie qui est derrière cette collection, c'est d'entendre des voix de cette région, des voix qui sont assez peu entendues, ce qui explique peut-être les effets de surprise de certains événements historiques parfois, parce qu'on n'est pas tellement à l'intérieur de cette région, et donc tout d'un coup, elle nous apparaît par l'histoire, et comme si on ne connaissait pas le flux de conscience, on pourrait dire, à partir de laquelle cette histoire émerge. Donc, c'est un petit peu l'idée de cette collection, donc, dont les poèmes de Grzegorz sont le premier titre. Le premier titre, mais d'autres titres sont en cours de fabrication, dont en particulier un titre hongrois de Ágnes Nemesnagy, qui est donc une grande voix de la poésie hongroise de la seconde moitié du XXe siècle, et dont on aura d'autres occasions de parler. Je précise quand même quelques petites choses sur la collection, puisque c'était aussi l'idée de cette invitation. Quelques mots, mais très rapides. Dire que les poèmes sont présentés dans les deux langues, comme cette rencontre aujourd'hui, à la fois pour le cas de Grzegorz en polonais donc, et en français. Et c'est un choix qui s'explique, là encore, par la volonté, de décloisonner ces langues, de les donner à voir, même simplement à entendre, à lire, à voir simplement sur le texte. On a trop souvent l'impression que la langue d'origine a été effacée, qu'elle a été remplacée. Là, dans cette collection, on va pouvoir, même si on ne parle pas polonais, d'abord, il y a tous les gens qui parlent polonais, il y a tous les gens qui apprennent le polonais, il y a tous les gens qui connaissent des langues slaves, qui reconnaîtront tel mot, etc. On voit comme on a une idée, on se fait une idée de la façon dont cela a été traduit. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la traduction, on est dans un moment qui est marqué par le translation turn, une espèce comme il y avait le linguistic turn. Donc maintenant, la traduction est vraiment un enjeu fondamental, reconnu comme tel. Autrefois, c'était plutôt réservé à une plus petite minorité.
Et je dirais que finalement, regarder des textes dans des langues qu'on ne connaît pas, à mon avis, c'est aussi une forme d'exercice spirituel. D'abord, voilà, la langue existe quand elle est là. C'est pas juste un mot en français traduit du polonais par, et puis la langue serait derrière, oubliée, invisibilisée, on pourrait dire. Mais finalement, je me demande si c'est pas aussi un exercice un peu, une ouverture un peu à la façon de ce qu'on trouve. On a entendu parler pas mal ces derniers temps de ce que les Japonais appellent, je crois, tsundoku. Hein. C'est un mot valise qui veut dire tous ces livres qu'on a achetés et qu'on n'a pas lus, qu'on va peut-être jamais lire, mais qui sont là. Et les livres sont là, et leur simple présence nous rappelle qu'on ne les a pas lus, qu'on devrait les lire, qu'on pourrait les lire, qu'il y a plein de choses, et on les imagine. En tout cas, on fait une place, peut-être pas au Dieu inconnu quand même, mais au contenu inconnu du livre. Et au fond, je trouve que c'est peut-être aussi quelque chose, comme une promesse, d'avoir ces textes dans des langues qu'on ne parle pas forcément. Voilà. Donc, pardon pour cette introduction un petit peu longue, mais je voulais quand même dire 2 mots pour introduire la rencontre. Donc, quelques mots d'abord sur Grzegorz et sur la collection. Et je pense que je présenterai chaque intervenant au fur et à mesure de la rencontre. Maintenant, je vais redonner la parole à Claude, s'il veut bien. Et Claude va nous lire les 2 traductions, parce que notre invité a lu 3 poèmes d'un coup. Le poème de son grand-père, mais 2 poèmes qui sont de ses poèmes. Non, Récolte et Tombe de chevaux. Pages 53 et 77. Vous saurez tout. Voilà. Oui. S'il te plaît, si tu veux bien. Voilà, c'est ça. Récolte. Récolte. Notre vrai métier, c'est l'agriculture, pas le meurtre. Mais, je le reconnais, les massacres sur les marécages se déroulaient au rythme des travaux saisonniers. Et quand il pleuvait fort, nous ne sortions pas pour la récolte. Et puis des tombes de chevaux. Des tombes de chevaux. Les cadavres, on les jetait dans des puits. On les enterrait dans des fosses, dans des charniers et dans des tombes de chevaux. Et après, les enfants les sortaient des puits, des fosses, des charniers et des tombes de chevaux. Merci Claude. Alors, maintenant, c'est le moment, je crois, où tu peux dire quelques mots. Non, pardon. Donc, j'ai découvert la poésie de Grzegorz grâce à Guillaume, qui est là, et je lui en suis vraiment reconnaissant. Parce que cette découverte restera pour moi importante et j'espère en tirer quelques conséquences. J'ai déjà écrit un peu à la demande de Guillaume pour la publication qui va être disponible bientôt, mais je voudrais faire davantage. Même là, les poèmes qu'on vient de dire, même cette histoire du grand-père, là, je ne connaissais pas du tout, on vient de découvrir ça. Mais il y a quelque chose dans les poèmes de Grzegorz de spécifique, à mes yeux, dans la mesure de ce que je connais, dans le rapport au passé, précisément. Là, le grand-père, tout d'un coup, si j'ai bien compris, on vient d'en parler juste avant d'entrer en scène, Grzegorz a écrit ce poème à partir de bribes de son grand-père, qu'il a retrouvé. Non, c'est pas ça? Non, c'est un poème de son grand-père qu'il a retrouvé, oui. Et dont il a été stupéfait de voir la continuité. Ah, Claude is right. Okay. Non, mais moi, je traduis de ce qui n'est... Aussi. D'accord. Non, mais parce qu'il faut expliquer que moi, je traduis ce qui n'est pas dit. D'accord. Non. Quoi qu'il en soit, on va discuter là-dessus éventuellement. Mais de toute façon, ce geste qui fait qu'il ressaisit la voix du grand-père
et qu'il a fait passer au présent. Pour moi, tous ces poèmes de Guillaume sont pleins de passé, qu'est-ce que j'ai dit ? Grégor, pardon. Tous ces poèmes de Grégor sont des passés qui ressurgissent dans le présent de la diction du poème d'une façon tout à fait spécifique. Je ne connais ça nulle part ailleurs. Les passés sortent d'une sorte de nuit absolue et comme des pics, comme des pointes, ils déchirent notre présent. Moi, ça m'a vraiment, à chaque poème, j'ai été bouleversé. Et j'aime profondément la puissance de ces poèmes par rapport au passé, aux nombreux passés qu'il faudrait dire au pluriel. Mais tout de même, on en identifie un certain nombre, si vous permettez. En particulier, bien sûr, Auschwitz, qui apparaît à bien des endroits. Le site même d'Auschwitz apparaît à bien des endroits. Et il est clair qu'il y a ce passé polonais du temps des nazis, mais aussi après. Et là, je rejoins le livre de Audrey Kisielewski, si vous permettez, hein, Les survivants, magnifique bouquin, hein, je l'ai lu, vous voyez, il y a des trucs. Les survivants, les Juifs de Pologne depuis la Shoah. C'est un bouquin qui m'est précieux et dont je vais faire grand usage. Il y a quelque chose là. Il est clair que sont impliqués dans les poèmes de Grégor des épisodes de pogrom, de meurtres collectifs pendant la Shoah, mais aussi après. Il y a c'est un battement tragique et terrible, terrifiant. Ça ne m'a jamais, moi le petit lecteur français ignorant, ça ne m'a jamais été aussi présent que depuis que je lis. Je ne dis pas que j'ai lu, parce que je les lis et je les relis, que j'ai lu vos ouvrages, l'un et l'autre, vraiment. Bon. Donc il y a un mode de passé, de présence du passé, de ressurgissement du passé, qui est absolument spécifique au poème de Grégor, leur brièveté d'aiguille perçante. Le passé n'est pas passé, il est sous le présent et il se dresse tout d'un coup. Et il nous transperce, nous lecteurs. Voilà, j'en dis pas plus, mais vraiment, c'est une découverte poétique très importante que celle de l'œuvre de Grégor, et c'est un livre absolument précieux. Il faut que tout le monde le lise, sinon il y aura des punitions. Le livre d'Audrey Kisielewski, Les survivants, les Juifs de Pologne depuis la Shoah. Voilà. Peut-être que Grzegorz peut répondre ou réagir à ce que vient de dire Claude. Chciałem tylko powiedzieć, że to nieporozumienie pomiędzy Guillaumem a Claude'em, czy ten wiersz jest mojego dziadka, czy to jest mój wiersz i ta płynność jest trochę sednem. Pamięć genetyczna jest już czymś raczej niekwestionowanym i udowodnionym i wydaje mi się, że to jest po prostu coś, co jest i jego, i moje i trochę na tym polegało. Moje zadziwienie tym odkryciem było tak duże, że pokazałem to właśnie Guillaume'owi, a Guillaume uznał, że to jest, przelało mu się to w stronę mojego dziadka. Dla Claude'a to już była moja poezja inspirowana moim dziadkiem i tak naprawdę ta granica jest płynna, ale to jest trochę to, o czym powiedział Claude, że ta przeszłość nie jest przeszłością, jest teraźniejszością. I myślę, że to jest największa siła, ale ona nie leży w mojej poezji, tylko w pewnym wyostrzeniu się i wsłuchu na cierpienie, bo sednem tej poezji jest wyostrzenie swoich sensów, swoich wszystkich instrumentów na krzywdę i na cierpienie. Si je peux juste rebondir par rapport à ce qui a été dit, je reviendrai sur les malentendus qui a partagé Claude et Guillaume au tout début de cette rencontre. En fait, dans cette fluidité quant à la paternité du texte, est-ce que c'est le grand-père qui l'a rédigé ou est-ce que c'est moi-même, est-ce que c'est des bribes de parole du grand-père ou est-ce que c'est ma parole politique? En fait, cette fluidité résume en quelque sorte l'essence même de ce que mon effort poétique, en fait. Aujourd'hui, on sait très bien que la mémoire génétique est un fait évident et prouvé, que ce texte, en quelque sorte, est tant à lui qu'à moi.
Le malentendu initial résulte du fait que lorsque j'ai découvert, j'ai découvert ces paroles de mon grand-père, je les ai montrées à Guillaume, et du coup cette frontière est devenue fluide en fait entre vous deux. Mais en fait c'est en quelque sorte l'essence même de ce que j'essaye de faire, c'est de rendre ce passé présent, enfin pas de rendre, de tout simplement constater ce passé qui est tragiquement présent aujourd'hui. Et ce n'est pas vraiment mon effort à moi, c'est pas vraiment mon accomplissement à moi, mais à vrai dire, c'est cette force qui résulte d'une écoute dès la souffrance, d'une écoute de l'ouverture de tous les sens possibles dont on dispose à la souffrance. Et c'est ce mécanisme-là qui m'anime. Oui, bien sûr. La manière dont ce passé devient présent, il me semble que c'est rendu possible aussi par ce qu'on pourrait appeler le laconisme poétique de Grégor. La brièveté d'une nature très spécifique que je ne saurais pas analyser. Il ne suffit pas de dire que ces poèmes sont courts. Non, il y a une activation de la brièveté qui est tout à fait particulière. Je ne vais pas discourir là-dessus, je ne sais pas. Il faut entendre pour l'instant, c'est tout. Mais c'est là. Peut-être que justement, tu dis il faut entendre, on pourrait entendre encore quelques poèmes. Garde forestier et monde. D'abord en polonais, l'un après l'autre. Il faudrait qu'on chante en même temps, peut-être. Leśnik Dance. Podczas wojny układaliśmy ciała jak drewno, ale już po wojnie układaliśmy w lesie drewno, jak świeżo ścięte ciała. Dans le garde forestier, danse le garde forestier. Pendant la guerre, nous rangions les corps comme du bois. Mais après la guerre, dans la forêt, nous rangions du bois comme des corps coupés frais. Świat. Poszłam z dzieckiem do lasu i razem z nim bezradna płakałam. Łzy ściekały mi z oczu, a dziecko wycierało mi łzy rączką i tak bardzo żałowałam, że przywołałam je na świat. Monde. Je suis allé dans la forêt avec mon enfant, et las, je pleurais avec lui. Les larmes coulaient de mes yeux, et l'enfant, de sa petite main, essuyait mes larmes. Et j'ai tant regretté de l'avoir mis au monde. Alors, on s'est déjà approché de la question, notamment des survivants. Hein. Claude a déjà parlé du livre d'Audrey Kichelewski, et c'est peut-être le moment justement de te passer la parole, Audrey. Je rappelle qu'Audrey, sauf erreur de ma part, tu me corriges hein, si je me trompe, est maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Strasbourg. C'est bien ça. Et donc, on a déjà parlé de son livre, qu'elle co-dirige la revue d'histoire de la Shoah, et qu'elle a récemment participé à ce livre publié au PUF, hein, Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates, de l'Antiquité à nos jours. C'est très résumé. Voilà. Donc, Audrey, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots de cette poésie et aussi de répondre peut-être un peu à Claude et poser quelques questions à notre poète ici présent? Oui, ben, merci beaucoup pour cette invitation. C'était vraiment également une découverte pour moi, et je suis ravie d'avoir été invitée à la lecture de ce recueil et de pouvoir, voilà, dans un premier temps, exprimer ce que j'ai ressenti à la lecture et peut-être ce que j'ai ressenti en tant qu'historienne spécialiste de
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire de la Shoah en Pologne et surtout de l'après-Shoah en Pologne et de l'histoire de la survie et surtout de la mort des Juifs polonais pendant cette période. Et à vrai dire, plus j'avance un peu dans l'étude et la connaissance de cette période, et je pense que je ne suis pas la seule historienne à partager ce sentiment, plus j'étudie cette période et plus j'ai le sentiment que l'écriture littéraire, et peut-être plus encore l'écriture poétique, est plus qu'un complément, est un complément indispensable à la recherche des historiennes et des historiens sur cette période. C'est-à-dire que la poésie, et j'en étais vraiment frappée par la lecture de ces poèmes, la poésie a une puissance d'évocation, une puissance d'imagination qu'aucun livre d'histoire ne pourra jamais apporter. Et, je ne dis pas qu'il faudrait plus d'historiens et que des poètes, mais je pense qu'il faut les deux. Mais je m'avance doucement vers la question que j'aurais à poser à Grzegorz, mais c'est vrai que voilà, cette poésie, elle fait ce que l'historien ne peut pas faire, c'est-à-dire qu'elle a notamment, on l'a déjà un peu entendu, on l'entendra peut-être dans d'autres lectures, et vous le lirez, elle fait parler les morts. C'est ça, et ça c'est assez... ça fait froid dans le dos, mais c'est nécessaire. Elle donne une voix à ceux qui n'en ont plus, et en particulier celles et ceux qui sont morts dans les circonstances les plus tragiques, qui sont morts dans les violences les plus terribles, qui sont morts assassinés par leurs voisins, parce qu'effectivement la thématique est récurrente. Bien sûr, il y a Auschwitz et le système industriel de mise à mort, mais il y a aussi, et moi j'en étais particulièrement sensible à ces poèmes qui parlent de l'assassinat des voisins dans les campagnes polonaises. Le thème de la forêt, on vient de l'entendre, est très présent. Et cela renvoie, en tout cas pour moi, historienne, c'était une évidence, cela renvoie à une historiographie qui s'est développée en Pologne depuis une vingtaine d'années, qui s'est précisément intéressée à ces relations au quotidien des citoyens juifs avec leurs voisins polonais, hein, et qui a délaissé en tout cas qui a interrogé les réactions sociales, les réactions de la société polonaise face à la persécution des Juifs, et qui a montré aussi les faces les plus sombres, qui a montré qu'une certaine partie des Polonais non-juifs ont dénoncé, participé directement ou indirectement aux persécutions et aux meurtres, à l'assassinat systématique de leurs voisins juifs. Et donc ce sont toute une historiographie, une partie d'entre elles est actuellement disponible en français. Depuis le livre de Jan Gross sur Jedwabne, les voisins, hein, dont d'ailleurs il y a un poème qui fait vraiment directement référence à Jedwabne, jusqu'au livre de Barbara Engelking, de Jan Grabowski sur les maîtres chanteurs, et donc de tout ce qu'on a appelé la nouvelle historiographie de la Shoah, hein, dont les travaux ont été... voilà, on a sorti un ouvrage, il y a eu un colloque à Paris, et on a traduit quelques-uns de leurs travaux en français, donc vous pouvez
voilà, aller voir ces travaux et voilà, donc évidemment, ça m'a fait penser à ces travaux. Et en même temps, c'est très universel. C'est-à-dire que même s'il y a des mentions spécifiques, il y a Jedwabne Radziwiłł, il y a des noms, c'est aussi très universel. Et c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite ce qui se passe, même si on n'a lu aucun de ces livres, hein, je vous rassure tout de suite. On comprend, ça dépasse vraiment largement le cadre spécifique de l'histoire des Juifs et des Polonais dans les campagnes polonaises pendant la guerre. C'est très universel. Et du reste, il est question d'autres génocides. Hein. J'ai en mémoire le poème qui parle d'une jeune femme au Rwanda, hein, donc, et c'est très parlant de les avoir mis en résonance l'un avec l'autre. Comme si on peut discuter, comme si les gestes de poétique de Grégor par rapport à un passé qui est celui du monde, son grand-père par exemple, lui rendait possible, ne le rendait pas exclusivement, ne le consacrait pas exclusivement à ce passé, même si c'est massivement présent, mais pouvait tout d'un coup le rendre absolument réceptif à quelque chose qui se passe au fond de l'Afrique. Tout à fait, tout à fait. On rejoint là, j'en profite moi aussi, merci de m'avoir ouvert la brèche. On rejoint là l'idée de fluidité hein, dont parlait Grzegorz tout à l'heure. Hein. Il y a une fluidité entre le grand-père, le petit-fils, les textes et aussi ces expériences où qu'elles se soient passées. Oui, et du coup, voilà, ma question, mon interrogation, donc effectivement, moi, cette poésie m'a évoqué ces travaux depuis une vingtaine d'années, et j'aurais aimé savoir si ces travaux ont pu constituer une source d'inspiration, et la question corollaire, comment vous vous positionnez par rapport à ces travaux dont on sait qu'ils existent et qu'ils se sont développés depuis une vingtaine d'années, mais dont on sait aussi qu'ils sont encore, et peut-être plus que jamais depuis quelques années, fortement critiqués, contestés, et dont les chercheurs sont même malmenés par le gouvernement polonais actuel. Donc, est-ce que parler de ces travaux, c'est une façon aussi de militer quelque part pour que cette histoire soit connue, et peut-être par le biais de la poésie, si ce n'est pas par le biais de ces livres. Donc, voilà. Myślę, że absolutnie być może największy wpływ na moją poezję miała publikacja książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”. I to był dla mnie, byłem wtedy nastolatkiem i być może drugą najważniejszą rzeczą poza wizytą z moim dziadkiem w muzeum to była właśnie publikacja tej książki, lektura tej książki, bo zawsze myślałem do tej pory o Polakach jako tylko i wyłącznie ofiarach, a ta książka wszystko wywróciła. Ta question est très pertinente, Audrey, parce qu'en fait, je pense qu'un des ouvrages, peut-être l'ouvrage qui a eu le plus d'influence à moi en tant que jeune adolescent qui se construisait était la lecture précisément des Voisins de Jan Tomasz Gross, que j'ai dû lire à l'âge d'une dizaine, quelques années, qui m'a renversé le monde et renversé ces systèmes de pensée dans lesquels j'ai grandi jusque-là, que le polonais était principalement les victimes. Et là, du coup, c'est avéré que c'était bien plus compliqué. Całe wydawnictwo, cały cykl wydawniczy Centrum Badań nad Zagładą jest przeze mnie czytany, znany i jest wielką inspiracją. Osoby, które zajmują się tym trudnym tematem, są po prostu kimś w rodzaju bohaterów i są dla mnie tak samo ważni jak Edgar Lee Masters, Umarli Spoon River, albo jak Walt Whitman albo Czesław Miłosz, bo ta poezja jest właśnie bardzo dziwnym miksem historii, poezji, muzyki i różnych rzeczy. Także jestem absolutnie wdzięczny i to, że jest taka reakcja krytyczna na to, co oni robią, pokazuje tylko, jak silne i ważne jest to, co oni robią.
J'ai lu avec attention notamment les publications du Centre de recherche sur la Shoah polonaise. C'est des ouvrages que j'ai lus avec intérêt et je trouve que les auteurs qui en sont... leurs auteurs se caractérisent par un certain héroïsme. C'est un héroïsme les réactions et la force de réaction contemporaine en Pologne par rapport à leur publication est à vrai dire la preuve de l'importance des sujets qu'il évoque. Et je trouve que pour ma méthode poétique très spécifique, ces textes, ces ouvrages, ces recherches sont d'une importance égale à celle des auteurs de poètes stricto sensu qui m'ont inspiré, tels qu'Edgar Lee Masters, Walt Whitman ou Czesław Miłosz. Et j'en suis donc très redevable aux auteurs, aux chercheurs travaillant notamment de la nouvelle école polonaise des recherches sur la Shoah. I myślę też jakby, że antysemityzm polski, antysemityzm i europejski antysemityzm jest ogromnie silny. Myślę, że jest coraz większy i że jest taka książka Ala Gociego Europa i Żydzi, bodajże, albo Europa wobec Żydów. W każdym razie wydaje mi się, że ten duch antysemicki jest absolutnie coraz większy i podam tylko prywatny przykład, bo mój dziadek był Polakiem i więźniem obozu koncentracyjnego jako Polak, ale moja żona, która zaraz tutaj będzie z moim synem, ma pochodzenie żydowskie, ale było to rodzinną tajemnicą. Spytałem się kilka lat temu jej babci przy stole, co robiła podczas wojny i powiedziała mi, że ukrywała się w lesie pod Rzeszowem jako dziecko, więc pytałem się, czy jest Żydówką i odpowiedziała mi, że absolutnie nie jest Żydówką, nienawidzi Żydów i że jak była mała, to widziała chłopców, którzy ukradli świętą komunię z kościoła i ją rozwalali młotami na łące. Donc, parce que là, du coup, il y a beaucoup de choses importantes et je vais essayer de rattraper étape par étape, si vous voulez bien, parce que c'est des choses extrêmement importantes aussi. Pardon, commentaire de l'interprète. Je trouve malheureusement que l'antisémitisme polonais, en particulier européen en général, est extrêmement important de nos jours, que cet esprit antisémite ne fait que grandir, hélas. Et pour vous en donner un exemple, je mentionnerai d'une part que mon grand-père a été, que vous connaissez déjà, a été prisonnier dans des camps pendant la guerre en tant que Polonais. En revanche, ma femme qui sera là avec nous sous peu a des origines juives, mais pour vous expliquer combien complexe est cette situation de nos jours, sa mamie s'est cachée dans la forêt pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc ce qui m'a amené à lui poser la question d'est-ce qu'elle est juive ou d'ascendance d'origine juive. Et bien évidemment, elle a répondu, paradoxalement, elle a répondu non, absolument pas. Je n'aime pas les juifs, quoi. Elle est juive. Et en particulier, quand j'étais petite, j'en ai vu qui ont pris la Sainte Hostie et qui s'y attaquaient avec des marteaux. I są to typowe mity pogromowe z średniowiecza i chodzi o to, że moja żona w jakimś sensie zaakceptowała tą historię i do dzisiaj w każdym nowym mieszkaniu ma mezuzę, ale chodzi mi o to, że mówię o tym dlatego, że w tym wszystkim jest strach. To znaczy nawet do dzisiaj jest strach przed tym, żeby być żydowską rodziną w Polsce. Pokolenie mojej żony już się tego nie wypiera, tak jak jej babcia, ale oczywiście ja nie jestem po to, żeby oceniać czyjegoś strachu i czyjegoś lęku. Nie mogę mówić komuś, na przykład babci mojej żony, że zachowywała się, ona już nie żyje. Ale strach jest tutaj bardzo ważny i to, że bycie Żydem w Polsce i pewnie w Europie wciąż jest czymś bardzo ryzykownym i w pewnym sensie strasznym. W sensie strasznym widzę reakcję społeczeństwa Cette histoire-là, en fait, qui a été racontée par la grand-mère de ma femme, appartient bien évidemment au mythe justifiant les pogroms depuis le Moyen-Âge, bel et bien connu. En revanche, il me semble, je ne suis absolument pas là pour juger qui que ce soit, pour me prononcer à quel titre pourrais-je juger la grand-mère de ma femme, mais je constate que de génération en génération, cette peur d'être une famille juive en Pologne, et plus généralement en Europe, est toujours persistante. Certes, ma femme est dans la famille... on a commencé à installer une mezuzah dans chaque nouvel appart, mais être juif en Pologne ou être juif en Europe est toujours difficile et très risqué. Ça, c'est un constat évident. Alors, on pourrait peut-être lire maintenant le poème, un long poème
Wydarł. Gdzie jest Izaak, Mosze i Wefa? Wszyscy śpią o tu pod tą ziemią. Gdzie jest Rachela, Stefan i Aleksander? Wszyscy oni śpią pod tą ziemią. Stawiski, Tykocin, Radziłów, Czyżew, Drohiczyn, Jedwabne. Zarżnął nożem 18 Żydów, mówił on to w moim mieszkaniu, kiedy stawiał piec. I słońce nadal oświetla dom jego i jego wielopokoleniową rodzinę. Ty Żydówkę wymłóciłeś za młynem, a potem podrżnąłeś jej gardło. Cieszy się we wsi ogromnym poważaniem pomimo kawalerstwa i zaawansowanej starości. A na jego drzwiach do dzisiaj można przeczytać: Żydom, Cyganom i diabłom wstęp zbroniony. Uderzył dziecko prętem żelaznym, tak że mózg rozprysnął się na jego ubraniu i kazał matce to czyścić. Ciężko pracował w polu do późnych godzin nocnych, był dobry dla swojej umierającej matki, nie sądźmy go w tak trudnej godzinie. Zaczęli bić tak, że nie miała białego ciała na sobie, tylko czarne. W tych dniach panował duży chaos, codzienne sprawki i przewinienia mogły wydawać się czymś wyjątkowym. O Panie, Tyś wydarł nas z ich rąk, płonąc w stodole, płonąc. Je ne saurais pas prononcer les noms polonais, mais ça fait rien. c'est pas grave. Arrachés. Où sont-ils, Isaac, Moshe et Wefa? Ils dorment tous ici, sous cette terre. Où sont-ils, Rachela, Stéphane et Alexander? Ils dorment tous ici, sous cette terre. Stavisky, Tikochin, Radzilov, Drohichin, Jabzouane. Avec un couteau, il a égorgé 18 juifs. Il me l'a dit dans son appartement quand il construisait ce poêle. Et le soleil éclaire toujours sa maison et sa famille de plusieurs générations. Toi, tu as baisé une juive derrière le moulin, et après tu l'as égorgée. Il jouit au village d'une grande estime, malgré sa vie de garçon et son âge avancé. Et sur sa porte, encore aujourd'hui, on peut lire « Aux Juifs, Tziganes et diables, entrée interdite ». Il a frappé un enfant avec un bâton de fer si fort que le cerveau a éclaboussé ses habits et il l'a fait essuyer par sa mère. Il a travaillé dur dans les champs, tard dans la nuit. Il a été bon pour sa mère mourante. Ne le jugeons pas en cette heure difficile. Ils ont commencé à la frapper si fort que de blanche, sa peau est devenue noire. En ces jours régnait un grand chaos. Des fautes et des mauvais tours quotidiens pouvaient paraître exceptionnels. Ô Seigneur, tu nous as arrachés de leurs mains, brûlant dans la grange, brûlant. Il me semble que les derniers vers de ce poème, ce que je viens de lire là, brûlant, brûlant, sont un écho à T.S. Eliot de Westland. Oui, il y a un rapport. To jest zakończenie Ziemi Jałowej. C'est exactement, c'est la fin de... C'est quoi le titre français là? The Westland, Wasteland. C'est quoi le titre? Westland en anglais, la terre vaine, La terre vaine. La terre vaine ou la terre gaste, ça dépend des traductions. Je voudrais tout de même, au passage, faire cette remarque que T.S. Eliot, écrivain, poète britannique catholique, a manifesté par moments des opinions antisémites. Absolutnie o tym wiem i ubolewam, ale ta końcówka wiersza nie jest hołdem wobec T.S. Eliota. Je le sais, je le déplore, mais Ale to jest ważny komentarz, ponieważ
jakby jeśli można byłoby mi coś zarzucić, to instrumentalne traktowanie różnych rzeczy i na przykład ja po prostu wziąłem tego T.S. Eliota po to, żeby historia morderstw wybrzmiała jeszcze mocniej i najmniej mnie obchodzi tutaj T.S. Eliot, mówiąc brutalnie. Mais cette remarque, je remercie pour cette remarque parce que c'est une remarque très importante. J'ai utilisé ces paroles de T.S. Eliot à la fin de ce texte, non pas à titre d'hommage, mais en fait d'une manière instrumentale. Enfin, ce qui m'intéresse le moins ici, dans cette citation, c'est T.S. Eliot, en fait. C'est de l'utiliser en tant que matériel poétique pour que cette histoire résonne avec d'autant plus de force. Non, mais il reste que The Wasteland est un immense poème. Il est pas, il me semble que moi, je ne peux pas le dire autrement. Et l'antisémitisme momentané de T.S. Eliot ne l'a pas laissé tranquille. C'est toute une affaire et tout à fait passionnante. Ne l'a pas laissé en paix lui-même, je veux dire. I bardzo dobrze. Très bien. Alors, peut-être que techniquement, ça va être peut-être plus difficile que tu parles deux langues en même temps. Tu y arrives presque là, hein, Mathéouche, mais je vais quand même te donner la parole pour que toi aussi, tu participes bien sûr au débat, même si avec une grande gentillesse et une compétence impressionnante, hein, tu joues aussi le rôle de l'interprète de cette rencontre. Donc, Mais on lit les poèmes d'abord ou pas? après cela. Après. Là, on vient d'en lire un. Je propose qu'on lise les poèmes après ton intervention. Donc, peut-être que je traduirai à Grégor. Tu traduiras en polonais. En polonais, sans aucun doute. en polonais, non, mais Grzegorz sait plus ou moins les questions que je vais lui poser, donc du coup, je me permettrai de parler bien plus en français et lui résumer ça encore une fois en 3 lignes. Okay. Sinon, je l'aurais traduit à l'oreille en anglais. Donc, je te présente brièvement, avant de te donner la parole, si tu viens, ou pendant, comme tu veux. Donc, Mateusz Chmurski est maître de conférences en littérature polonaise et centre-européenne à Sorbonne Université. Il est spécialiste de littérature d'Europe centrale dont il parle à peu près toutes les langues, y compris le français. Donc le tchèque, le hongrois, donc on a de grandes conversations hongroises, c'est très agréable, l'allemand, l'anglais, encore une langue centre-européenne. Il a écrit sa thèse sur journal fiction identité chez Chat, donc celui-là je le connais bien en hongrois, Iżekowski et Climat, connaît aussi, donc tchèque, publié en 2018 aux éditions Eurorbem. Et parmi ses innombrables publications et activités, je signale un livre sur Tchernowitz, Cartographier les nostalgies d'un lieu avec Irina Dmitrichine, que nous avons entendu lors de l'hommage à Michel de Guy. Et sous presse toujours, je crois, ce volume sur la Voïvodine. Donc là, c'est encore une région frontalière. C'est plus compliqué que ça, parce que la Voïvodine est techniquement imprimée et nous attend depuis 3 semaines en République tchèque où le livre a été techniquement fait. En revanche, la situation actuelle fait qu'il n'y a pas assez de camions. Elles sont censées arriver mardi de la semaine prochaine, physiquement à Paris. Mais le livre existe. Tu sais pas, le plaisir que tu me fais à m'expliquer les difficultés de livraison des livres, tu m'enlèves un poids moral d'un seul coup pour l'absence des volumes de Grzegorz aujourd'hui. Donc on t'écoute. J'interviendrai. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette invitation. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'interviendrai, à vrai dire, non pas tellement en tant que chercheur spécialiste de littérature d'Europe centrale, mais c'est ce que j'aimerais dire à Grzegorz et à vous, et d'un ordre beaucoup plus personnel, parce qu'il se trouve que Grzegorz est un poète de la ville de Gdańsk, Freie Stadt Danzig, dans la ville libre de Gdańsk. Et il se trouve que nous avons fréquenté le même lycée, que nous sommes nés à quelques mois seulement d'écart. Donc c'est la même ville à un moment, et aussi un parcours très spécifique de celles et ceux qui naissent dans les ex-pays du bloc Est, qui entraient dans la vie de jeunes puis d'adolescents sans vraiment avoir connu le communisme, mais en connaissant, enfin mon expérience et notre expérience générationnelle est celle des années 90 en particulier. On devenait, enfin mon premier souvenir politique est la première guerre en Irak. C'est le premier événement que j'ai vu à la télé. Et comme on a pratiquement le même âge, ce qu'on a vu nous, c'est la période de la transformation. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement particulier dans les écrits, chez les auteurs, autrices et chercheurs également de cette génération-là, qui sont
pour l'anecdote, pratiquement toutes mes copines du lycée ou de ma promo à l'université vivent et travaillent aujourd'hui à l'étranger, que ce soit à Stockholm, Lisbonne, Sao Paulo et ainsi de suite. On appartient à une génération spécifique, avec une oreille spécifique, je pense, et là j'en arrive à la poésie d'Ex-Jagos, pour l'endroit où on a grandi, parce que la ville de Gdańsk est un endroit extrêmement particulier, comme tous les territoires liés historiquement avec la Pologne, mais qui appartenaient, qui ont été construits et développés par la population allemande, notamment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à différents degrés, où se voit cette présence d'un passé qui n'est pas le nôtre, est visible. La ville de Gdańsk est une ville d'épitaphes. Vous promenez dans les églises de Gdańsk, le nombre des tombes d'épitaphes, d'inscriptions appartenant à des générations et des générations extrêmement riches, ce qui est moins le cas, par exemple, à Varsovie, ville complètement rasée par la guerre. Voilà, du coup, la présence physique de ces traces du passé est extrêmement forte. Donc, ma question portera sur l'importance du local, de ce contexte local et régional pour ces textes-là, l'importance générationnelle également, sur quel a été le fait. Est-ce que les générations, comment il se positionne lui-même par rapport aux générations d'avant, aux grands auteurs de testimoniaux ou portant un regard sur le passé dès la littérature polonaise, des Różewicz à d'autres, à Zofia Naukowska, quand on cite Gdańsk, il y a le médaillon et le texte du professeur Spanner qui ouvre est quand même un témoignage exactement sur les mêmes lieux. Et finalement, donc voilà une triple question par rapport au local, au générationnel et à son rapport aux générations précédentes de la littérature polonaise et suivantes et les jeunes de nos jours. Mogę? Mam 37 lat, urodziłem się w Gdańsku i Gdańsk miał dla mnie takie wrażenie, takie znaczenie, że wybuchła tam II wojna światowa i bardzo przeżywałem to miejsce pod kątem historii mojego dziadka, czyli jakby jego historia nie zaczęła się w obozie Stutthof, ale była konsekwencją wybuchu II wojny światowej, który stał się w Gdańsku. I miałem jako 6- czy 7-latek obsesję, jakąś taką pewnie zwykłą dziecinną, ale połączoną z cierpieniem dziadka, czyli musiałem co niedzielę jeździć na Westerplatte i znałem każdy szczegół, topografię terenu, etc. J'ai 37 ans. Je suis né dans la ville de Gdańsk, Danzig, ville qui est connue dans l'histoire mondiale en tant que celle où a commencé la Seconde Guerre mondiale. C'est un lieu, c'est un endroit qui m'a extrêmement marqué, non seulement pour des raisons de l'histoire avec un grand H, mais également parce que c'est le lieu de l'histoire de mon grand-père. Et son histoire personnelle, sa trajectoire personnelle est la conséquence des événements de la grande histoire qui se sont passés dans la ville de Gdańsk, depuis le Westerplatte où la guerre commence jusqu'au camp de Stutthof, où il a été emprisonné. Et cette obsession liée à la souffrance de mon grand-père résulte évidemment de ces lieux-là, de ces territoires-là. Przez wiele lat Gdańsk nie był dla mnie istotny i mieszkałem w dzielnicy Wrzeszcz i trochę takiej, jak mi się wydaje, nie bardzo gdańskiej. I moje życie było było głównie obsesjami jakimiś pod kątem współczucia i cierpienia, ale pod kątem przede wszystkim literatury, Czesława Miłosza, Claude'a Lanzmana, Walta Whitmana, Tadeusza Różewicza, Marcela Prousta i przez 15 lat, Artura Schopenhauera, przez 15 czy 20 lat zanurkowałem jak kret, wszedłem pod ziemię, pod Gdańsk, aż wybudziło mnie morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. On został zamordowany 3 lata temu na evencie Charity, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i to wybudziło mnie znowu jako gdańszczanin. Pendant longtemps, la ville ne m'apportait pas tellement, en fait. J'habitais Wrzeszcz, donc un quartier central de la ville de Gdańsk, où nous étions tous les deux au même lycée, par ailleurs. Mais ce que je vivais, mes obsessions tournaient avant tout autour des héros littéraires, que ce soit Miłosz, Różewicz, Whitman, Proust, Schopenhauer, un autre natif de Gdańsk, par ailleurs. Donc j'étais quelque part comme une taupe sous la ville, plongée dans mes lectures. C'est un des réveils pour ce qui est de l'espace et
de la ville a été le meurtre du président de la ville, donc du maire de la ville de Gdańsk, Paweł Adamowicz, à l'événement très important en Pologne qui est la Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, donc un grand événement caritatif, et c'est devant les caméras du monde entier qu'il y a un fou, qu'il a été tué par plusieurs coups de couteau il y a 3 ans. I to był pierwszy moment, kiedy mojego wybudzenia takiego, że ta historia zapukała zresztą znałem tego prezydenta i wiele mu zawdzięczałem. W każdym razie ta historia zapukała do moich drzwi w pewnym momencie. Obudziła mnie, powiedzmy, że byłem w cudzysłowie oczywiście Castorpem na Czarodziejskiej Górze w Davos, który nagle się wybudził, bo wybuchła jakaś wojna. Miałem schodzić w dół, albo też jako Castorp Kret musiałem wyjść na powierzchnię. I to było pierwsze wybudzenie i ja w momentach takich krytycznych i ciemnych chwytam się światła, a nie odwrotnie. I pomyślałem sobie o Gdańsku jako miejscu Solidarności, Lechu Wałęsie i wielkim dziedzictwie optymizmu i zwycięstwa dobra nad złem. En fait, cette histoire tragique du meurtre d'Adamowicz a été une sorte de réveil. En fait, c'est le moment où l'histoire s'est présentée, m'a frappé littéralement à ma porte. D'autant plus que je connaissais personnellement le maire Adamowicz, qui était un personnage important dans ma vie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais entre des incarnations des Castorp. C'est lui à Davos sur sa montagne magique qui a dû redescendre par terre, ou peut-être c'est lui, un autre Castorp, c'est lui qui s'est plongé en tant comme une taupe dans le passé de la ville et dans les lectures et qui devait à ce moment-là ressortir en surface. Et dans ce moment, comme d'habitude, dans des moments critiques, moi je m'attache à la lumière et j'en cherche de la lumière. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé également à ce que la ville de Gdańsk signifie également, la ville de la solidarité, la ville de Lech Walesa, la ville d'un grand élan solidaire et national qui a permis, qui peut être également une source d'optimisme en fait. I tylko nawiasem mówiąc, w momencie teraz wojny w Ukrainie i inwazji Rosji na Ukrainę mam podobne przemyślenia, to znaczy jeszcze bardziej nie wierzyłem w siłę dobra i moim mottem jest to banalne beatlesowskie motto All You Need Is Love, z którym go kiedyś szydziłem, ale myślę, że właśnie moment absolutnej ciemności jest momentem, kiedy poddawanie się pewnej ciemności i tragedii jest zwycięstwem zła, po prostu mówiąc szczerze, i na przykład zwycięstwem w tym wypadku Władimira Putina. I tym bardziej ta gdańskość we mnie wybrzmiewa jako jakiegoś rodzaju optymizm i to, że właśnie teraz jest czas napisania wierszy, a nie napisanie wierszy. Entre parenthèses, je rajouterais que, notamment en lien avec la situation actuelle en Ukraine, même si l'exemple de ma vie était toujours aussi simple, aussi banal que All You Need Is Love des Beatles, en fait, je considère que dans des moments de noirceur, de ténèbres, lorsqu'on sombre dans des ténèbres les plus noires, là, si j'ose dire, et arrêter d'agir, en fait, ne pas s'abandonner, c'est de se permettre la victoire du mal, en fait. Que là, maintenant, sombrer dans les ténèbres parce que les ténèbres s'abattent sur la terre aurait été, dans l'occurrence pour l'Ukraine, la victoire de Vladimir Poutine. Et c'est d'autant plus le moment où il faut écrire, il faut agir, je trouve. I teraz odpowiedź na pytanie propogeneracyjne w Gdańsku. Jestem w podobnym wieku co Mateusz, zresztą chodziliśmy do jednego liceum w Gdańsku-Wrzeszczu myślę, że nasze pokolenie miało dostęp do demokratycznego świata i również dostęp do wielkiego dziedzictwa kulturowego, dostęp do pełnej sztuki Hollywood, dostęp do alternatywy nowofalowej. Znaczy, mieliśmy dostęp do tak wielkich pokładów kultury, muzyki, literatury, jak nigdy wcześniej w naszym kraju. I wydaje mi się, że dzięki temu, że urodziliśmy się już jako dojrzali ludzie, w sensie jako dojrzali ludzie byliśmy już w wolnej Polsce, mieliśmy szansę absolutnie na odrobienie pewnych lekcji. This is my son, Franz Lew. Hello. Mieliśmy szansę odrobienia dużych lekcji z historii sztuki, z historii filmu, z historii literatury i w pewnym sensie mogliśmy nabrać trochę mięśni i struktury i wydaje mi się, że to nam może pomagać w sztuce. Donc, je tiens à préciser, comme Mateusz l'a déjà annoncé, que nous sommes nés pratiquement au même moment, que nous étions au même lycée
à Gdańsk à un certain moment. À vrai dire, je considère que nous appartenons à une génération qui est née, qui a pu grandir et se développer en tant qu'adulte dans une Pologne libre et que c'est une chance inouïe. C'est une chance en particulier de rattraper de nombre de leçons d'histoire, de la culture universelle qui nous donne des muscles en quelque sorte qui peuvent servir d'appui et nous structurer. On est né à un moment où les Polonais ont enfin gagné accès à un héritage culturel et à un monde démocratique d'une manière sans précédent, allant d'Hollywood à la nouvelle vague, à la musique et à un nombre d'artefacts culturels auxquels nous n'avons pas pu avoir accès précédemment. Et ça reste une source d'inspiration et extrêmement importante, en effet. Mateusz, tu veux continuer ou un petit peu? On passe à la lecture peut-être. D'accord, on va peut-être lire ce poème. Poème de Gdańsk. Danzig. Okay. Świat jako wola i wyobrażenie. Jako chłopca dręczyły mnie wyobrażone choroby i kłótnie, widma pożarów i powodzi, upadających miast, nagłych śmierci w rodzinie, bankructw i samotności, a gdy w późniejszych latach wszystkiego doświadczyłem, napisałem książkę. Le monde comme volonté et comme représentation. Petit garçon, les maladies et les querelles imaginaires me tourmentaient. Les visions d'incendies et d'inondations, de villes en ruine, de morts violentes dans la famille, de banqueroute et de solitude. Et quand, des années plus tard, j'ai fait l'expérience de tout cela, j'ai écrit un livre. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, urodzony w 1788 roku w Gdańsku nad Motławą, zajmował się regulacją urodzeń lisów, założył też pierwsze hospicjum dla zwierząt i wynalazł wykrywacz kości. Pochowano go na zwierzęcym cmentarzu na Oruni. Na jego pogrzebie pies zawył rekwiem, a kuna żonglowała jajem, a potem obudził się i dalej konał. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, né en 1748 à Danzig, sur la Motlau, s'occupait de réguler les naissances de renards. Il fonda aussi le premier hospice pour les animaux et inventa un détecteur d'ossements. On l'enterra dans un cimetière pour animaux à Orunia. À son enterrement, un chien hurla un requiem et une fouine jongla avec un œuf. Et puis il se réveilla sans cesser d'agoniser. Alors, merci à Mateusz pour ces questions générationnelles. C'est assez émouvant de penser que voilà, cette rencontre ait pu se faire à la fois à Gdańsk et hors de Gdańsk, un peu par Paris aussi, d'une certaine façon. Moi, j'aimerais quand même poser quelques questions aussi à notre invité, et notamment peut-être sur les aspects plus poétiques de son travail, sachant que, mais aussi dans leur lien forcément avec leurs propos, si on peut dire. Il y a peut-être un propos, en effet. Et je renvoie à ce que disait Audrey tout à l'heure sur le fait que la poésie est peut-être ce qui est un complément indispensable, ou en tout cas c'est un discours, si on peut dire, qui occupe une place vraiment essentielle pour parler, pour évoquer ces sujets difficiles. Et j'ai l'impression, en lisant ces poèmes, et c'est une question que je pose à leur auteur, j'ai l'impression que on a affaire, on parlait de génération, justement à la génération, à cette génération qui est menacée par les lois du temps de ne plus avoir de témoins.
Et je me demandais si ce n'était pas un peu au fondement aussi de cette esthétique. C'est-à-dire le fait que ces poèmes, me semble-t-il, ne représentent pas, je crois que c'est un peu ce que disait aussi Claude, hein, ces poèmes présentent. Ils présentent les choses. Et on est dans une immédiateté qui est en partie créée par la méthode d'écriture du poète, de Grzegorz, c'est-à-dire notamment, je crois, un aspect de collage, un aspect de verbatim, un aspect de citation, de réécriture. On a vu la fluidité avec son grand-père. Et tout ça aboutit finalement à nous mettre en présence d'un discours. Et paradoxalement, c'est le discours qui nous met en présence de la réalité. Donc on représente en un sens, mais on présente. Et c'est peut-être la plus grande force de ces poèmes, c'est que ce sont, en effet, c'est de la brièveté finalement, un peu des ciseaux, je dirais. Ce sont comme des paperoles, des paroles en tout cas, qui nous sont transmises et qui, à chaque fois, comme le disait Audrey d'ailleurs, on n'a pas besoin d'un contexte. En fait, ils créent leur contexte. Ils nous rendent le contexte qu'on est peut-être même aussi de moins en moins capable de comprendre, de saisir. Et c'est probablement une façon d'écrire qui justement nous le restitue au moment où on en a besoin, d'une certaine façon. C'est peut-être ce qui explique cette rencontre si émouvante avec cette poésie. C'est je dirais, la nécessité à laquelle elle répond. Et ce travail, j'ai l'impression qu'il en a parlé à plusieurs reprises, Grzegorz le réalise à partir, alors ça c'est très intéressant, à partir d'une sorte de modèle, on pourrait dire, qui est la poésie de Edgar Lee Masters. Moi, quand j'ai rencontré Grzegorz, il m'a emmené au cimetière de Graz. Je le prenais un peu pour un type bizarre. Il m'a dit « Ah, t'es français ?» Bon, là, on a fait le small talk habituel. Et puis, finalement, il dit « Ça te dirait qu'on aille au cimetière de Graz cet après-midi ?» Bon, d'accord. Alors, c'est censé être très beau en plus. Et c'est vrai, c'est très beau, architecturalement. Mais après, on s'est quand même promené dans les tombes. Et puis, il prenait des notes, il regardait. Et ça fait écho aussi à ce que disait Mathéouche tout à l'heure sur cette ville d'épitaphes. Or, justement, son modèle, c'est Edgar Lee Masters, c'est-à-dire l'anthologie de Spoon River. C'est-à-dire un texte qui est un recueil qui est entièrement composé, non pas d'épitaphes, mais d'épigrammes qui donnent la parole aux morts d'un village. Mais ce travail de Edgar Lee Masters, c'est très intéressant parce qu'il crée un effet choral, puisqu'en réalité, ces différents morts ne cessent de parler les uns des autres. Ce qu'on ne voit pas tout de suite, mais on le voit au fur et à mesure. On pense d'abord qu'on a affaire à quelque chose comme l'anthologie grecque, donc on va avoir des épigrammes, des épitaphes qui se font écho de manière thématique, mais là, c'est beaucoup plus subtil ce que fait Edgar Lee Masters, donc au tournant de la Première Guerre mondiale dans l'Illinois. Ce qu'il fait, c'est créer un lyrisme choral, des morts qui prennent la parole et qui racontent les vivants qu'ils étaient. Et il nous fait ainsi revivre la vie de ce village de manière chorale. Et en un sens, bien sûr, c'est une grande inspiration de ces recueils, ces 4 recueils. En un autre, Grzegorz pratique les choses de manière un peu différente, parce que, mais je lui pose la question. Il ne recrée, c'est pas une poésie topographique, c'est avec le côté sociologique, au sens vraiment la sociologie du village qu'il y a chez Edgar Lee Masters. Chez lui, il y a aussi cette fluidité entre les génocides, par exemple, entre les moments de l'histoire, les pogroms de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui répondent évidemment à l'extermination de masse de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui d'ailleurs on parle d'Ukraine, etc. Il n'y a pas vraiment cet aspect, disons, de reconstitution d'un microcosme, me semble-t-il. Mais voilà, j'aimerais poser un peu d'abord cette question-là, de savoir comment il conçoit le monde de derrière, si je puis dire, derrière ces paroles. D'abord, comment est-ce qu'il a... est-ce que ces paroles, ce sont des réécritures? Est-ce que ce sont des collages? Et qu'est-ce qu'elles nous donnent à voir? Qu'est-ce qu'elles nous présentent? Dans quelle cohérence? Est-ce que c'est un microcosme, un macrocosme? Je ne sais pas comment poser la question.
Ça veut dire, comment il perçoit ce monde derrière les paroles, en fait? Oui, À son comment avis. il les perçoit et comment le lecteur doit, d'une certaine façon, le comprendre, voire le construire. Ja myślę, że przede wszystkim świat literacki jest światem muzycznym, to znaczy najważniejsza w tym wszystkim jest paradoksalnie muzyka, sama muzyka i wyłapywanie z przestrzeni momentów muzycznych. I 95% rzeczy, jakich doświadczam jako słuchacz, czytelnik albo odbiorca sztuki, to nie jest w ogóle literatura, tylko to jest muzyka klasyczna. I głównie Czarodziejski Flet albo wszystkie rzeczy wykonane przez Glena Goulda. I chodzi mi o to, że zatrzymywanie przede wszystkim momentów muzycznych jest kluczowe w konstruowaniu tego świata. Pour moi, le monde, en fait, tout monde littéraire est avant tout un monde musical. En fait, la musique est le fond. Et je passe 95% de mes expériences sont des expériences de musique classique, allant de Glenn Gould à la flûte enchantée. En fait, et il s'agit de saisir un moment musical avant toute chose. A drugą kwestią jest zatrzymanie się etyczne, to znaczy moment, w którym ja sam jako autor nie wiem na ogół, co bym zrobił w danej sytuacji i zatrzymanie się etyczne w jakimś momencie granicznym. I interesujące jest dla mnie też to, że pewnego rodzaju wybudzanie uśpionej aparatury moralnej w czytelniku. I mówiąc o tym, jako czytelnik mam przede wszystkim na myśli siebie samego. W sensie ja jestem kimś, do którego są przede wszystkim zaadresowane moje wiersze. Mais l'autre versant de la même de mêmes enjeux, à vrai dire, après le moment musical, il y a le moment éthique, en fait. Il s'agit pour moi des moments liminaux, des moments dans lesquels je ne sais pas ce que je ferais, des situations dans lesquelles je ne saurais absolument pas savoir ce que je ferais, en fait, et qui sont censés réveiller tout un instrument, tout un ensemble d'instruments, toute une structure, en fait, morale chez les lecteurs, moi, le premier. To znaczy wiersze w ogóle są efektem tego, że ja nie wiem, a nie wiem. Le poème sont avant tout le fait du fait que je ne sais pas et non pas que c'est un jeu de mots quasi intraduisible en fait. Nie wiem, ale c'est avant tout les résultats de mon ignorance en fait et non pas du fait que je sais quoi que ce soit. Voilà. Je sais que je ne sais pas. La docte ignorance, quoi, de Kwiatkowski. Et ce qui est, en effet, je crois qu'on est arrivé à l'éthique et de fait, on a affaire dans ces poèmes qui sont, on pourrait dire minimalistes, même si c'est un mot un peu galvaudé, mais par leur brièveté, hein, c'est-à-dire pas seulement en effet le fait qu'ils sont courts, mais qu'ils ont été, ils sont rendus brefs. Alors peut-être comme des découpages aussi, hein, je le disais tout à l'heure, il y a des interruptions brutales. Des suspens comme ça, on a l'impression d'une épure, hein, d'être mis en relation avec vraiment l'essentiel de ce qui va produire en effet cet effet d'ignorance, cet effet de sidération morale, hein, d'interrogation éthique. Il y a une stridence aussi, hein, de l'extrême qui sont d'une efficacité redoutable. Et dedans, tu parlais de musique, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour réagir. Il y a aussi beaucoup de musique qui est citée dans le texte. Et notamment, j'ai l'impression qu'il y a cette thématique de la petite musique, au fond, de ce qu'on pourrait appeler la petite musique. Alors, il y a par exemple la chanson de Treblinka, hein, c'est pas une petite musique, ça, mais il y a aussi ces gens qui sifflotent, ces gens qui fredonnent. Ça me fait penser à un texte d'André Lacaux sur fredonner, chantonner, etc., très, très fin. Et un petit peu cette espèce de... Il y a comme une couche de superficialité à rapprocher de l'indifférence éthique, d'une sorte d'indifférence éthique foncière qu'on sent dénoncer, mais qui n'est plus présentée que dénoncée, mais dénoncée tout autant, enfin en tout cas face à laquelle on est confronté. Un peu comme visiblement l'auteur lui-même, hein, est confronté à cette horreur, hein, de ces gens qui racontent des crimes qu'ils ont commis ou subis. Et on a l'impression que c'est
ces petits gestes du quotidien, c'est des façons un peu d'évacuer, comme ça, siffloter, fredonner, d'évacuer des choses très graves. En même temps que, par exemple, le chant de Treblinka, au contraire, c'est cette espèce de mémoire sordide, finalement, de ces choses qu'on a chantées dans la joie. Les bourreaux chantaient dans la joie, nous allons voir Treblinka, etc. Enfin, il y a comme ça ce thème musical aussi, je trouve, dans ces poèmes qui est très intéressant parce qu'il renvoie à la superficialité morale et finalement, je dirais, à la mer gelée, en fait. C'est un peu la mer gelée de Kafka, c'est-à-dire cette espèce de croûte qu'il faut briser par le poème. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami. Znaczy, ja tylko chciałem dodać, że wydaje mi się, że te wiersze są trochę jak taka pułapka etyczna. To jest po prostu pułapka. To jest pułapka na czytelnika i pułapka na mnie samego. I jest to jednak, przykro mi to powiedzieć, ale jest to wyraz mojego niskiego mniemania o rodzaju ludzkim i niskiego mniemania przede wszystkim o sobie. I o tym, że do czego jest skłonny człowiek, w sensie jakkolwiek banalnie to nie brzmi, w sensie i dlatego to zaklinanie All You Need Is Love i tego, żeby było inaczej pozytywnie, bo moje mniemanie o ludziach i o samym sobie jest niezwykle niskie i miał też na to wpływ, dodajmy tylko biograficznie, bo moja mama uczy w szkole specjalnej w Gdańsku, więc moimi rówieśnikami naturalnymi od dzieciństwa były dzieci wykluczone społecznie, dzieci z zespołem Downa, dzieci z biednych rodzin i moim naturalnym społecznym takim habitatem byli wykluczeni po prostu. To był nie tylko kontekst historyczny, ale to też był kontekst lat 90. Moja rodzina nie cierpiała biedy, więc jeszcze miałem dodatkowy dyskomfort, bo obserwowałem to wszystko, co jest jeszcze bardziej okropne po prostu. J'aimerais juste ajouter qu'en fait, mes textes sont censés être, à vrai dire, une sorte de piège moral. Un piège moral tant pour le lecteur que, et avant toute chose peut-être, pour moi-même. Ces textes résultent également de mon estime plutôt basse de ce que l'humain en général et de ce que je suis en particulier en fait. Et c'est face à cette conscience pessimiste que je ne peux qu'accentuer cette incantation de All You Need Is Love et de ces banalités qui peuvent parfois nous sauver. Et je rajouterais également qu'en fait, mon adolescence a été également marquée par le fait que ma mère était une institutrice dans une école pour des enfants spéciaux, comme on dit en polonais, enfin, donc des enfants atteints, de marginalisés, exclus, atteints de différentes maladies psychiques et ainsi de suite. Et ça, c'est l'habitus de mon enfance que je pouvais, chose paradoxale, observer avec l'aisance de ma situation familiale, donc avec un manque de confort encore plus aigu, en fait. On va peut-être lire quelques textes encore. Ernst Junger et Walter Stier. Ernst Junger. Wojna zawiodła mnie. Bam, bam. Wojna zawiodła mnie. Nowoczesna wojna. Nie spełniła moich oczekiwań. Nie dorosła do swojego literackiego modelu. Na przykład nie było na niej koni. Ernst Junger, 1895-1998. La guerre m'a déçu. La guerre moderne n'a pas réalisé mes vœux. Elle n'a pas été à la hauteur de son modèle littéraire. Par exemple, on n'y voyait pas de chevaux. Walter Stier. Mój ojciec, dobry pracownik biurowy kolei, nigdy nie uczestniczył w żadnym rozstrzelaniu, tylko wykonywał swoją pracę. Organizował transporty na wschód i na zachód, na północ i południe, w górę i w dół. Walter Stier. J'étais la dernière instance. Sans moi, les trains ne seraient pas arrivés à destination. Par exemple, le train formé à Essen devait passer par les districts Wuppertal, Hanovre, Magdebourg, Berlin, Francfort sur l'Oder, Poznan, Varsovie, etc. Donc c'était moi. Peut-être une question encore à Grzegorz concernant la réception de ces poèmes. Je me souviens qu'il m'avait raconté que dans un festival, je crois que c'était à Oslo,
ces poèmes étaient d'une telle force de percussion, si on peut dire, que les gens se mettaient à rire, d'un rire peut-être nerveux, un peu comme d'ailleurs quand on lit Schopenhauer, et qu'il écrit des horreurs sur le monde, notre monde est le pire possible, s'il était pire, il ne serait pas possible qu'il existe, etc. Et que tout d'un, on ne sait pas pourquoi, ça a un effet cathartique. Là, c'est un effet un peu différent, c'est un effet de rire un peu convulsif, si j'ai bonne mémoire, mais je me trompe peut-être. Donc, réception de ces poèmes, y compris en Pologne, bien sûr. Peut-être, peux-tu nous dire un mot de cette réception? Ja myślę, że ta cała warstwa obsceniczna i banalna, wręcz głupia, która ewidentnie występuje w tej poezji, działa tak jak kiedyś ci opowiadałem, to było chyba w Finlandii, czyli tak, że widownia śmiała się najpierw, trochę jak z tym wierszem przed chwilą Ernst Junger. Wpierw był śmiech, a potem lekki wstyd z powodu tego, że się zaśmieliśmy z tego w tym momencie. I to też uważam za pewną pułapkę etyczną, w sensie właśnie ten moment zastanowienia się na zasadzie, czemu się zaśmieliśmy i co właściwie się z nami stało w momencie czytania tego. Il est vrai que dans ma poème, il y a une sorte de couche de strate obscène, banale et bête qui agit, comme je t'ai raconté, c'était probablement en Finlande, comme une sorte de piège éthique, en fait. Qu'il y a le premier effet de rire suivi d'une sorte de gêne ou de honte, et c'est exactement l'effet escompté. Myślę, że recepcja jest taka, że parę lat temu, dwa lata temu jedna z badaczek zagłady napisała recenzję, w której napisała plus minus, że nie mam prawa pisać tak jak piszę po prostu. Czyli był to pewnego rodzaju jakaś taka krytyczna cenzura. I ta pani spowodowała jakąś wspaniałą reakcję innych badaczy zagłady, w tym profesora Michała Głowińskiego, albo Magdy Renów, albo Małgorzaty Melchior, Stanisława Obirka i wielu innych wybitnych znawców tej tematyki, ale też literaturoznawców takich jak Tadeusz Nyczek albo Leszek Szaruga. Także w moim życiu na ogół jest tak, że sytuacje awaryjne, krytyczne i problematyczne zamieniają się w przeciwieństwo w pewnym sensie. Znaczy moje życie albo moja sztuka rezonuje dobrze z fuck-upowymi rzeczami. I oczywiście jestem otwarty na krytykę, bo tutaj nie o to chodzi, ale czasami doświadczam jakichś przekroczeń w moim życiu i te przekroczenia na ogół dobrze działają choćby w wypadku mojej poezji na recepcję, ale ogólnie ta recepcja jest większa poza Polską, na przykład szczególnie w Ameryce po wydaniu książki Crops, gdzie na przykład dla nich historia zagłady czytają przez historię Black Lives Matter i przez historię przemocy w Stanach Zjednoczonych. Co też mnie cieszy w tym sensie, że to pokazuje jakąś uniwersalność tych ofiar. Nie chodzi o zrównywanie i porównywanie, kto jest lepszy albo kto gorszy, tylko chodzi o to, że to właśnie wybudza jakiś namysł etyczny nad swoją własną historią, na przykład nad historią Stanów Zjednoczonych. Ouf. Donc, si vous voulez bien, il y a quelques années, je commencerai par une anecdote. Il y a quelques années, en fait, une des chercheuses travaillant sur la Shoah, l'histoire de la Shoah, s'est prononcée dans un texte de manière extrêmement critique par rapport à mes textes, en insistant sur le fait que, du point de vue de la représentativité et de représentation, je n'ai pas le droit d'écrire comme j'écris. Et en fait, c'est typiquement une des situations dans lesquelles, qui m'ont servi des situations de conflit ou de débat dans l'histoire, dans la réception de mes textes, parce que après sa publication, nombre d'autres chercheurs et chercheuses ont rejoint le débat. Il y a des voix qui se sont levées dans différents sens, notamment celle de Głowiński, Nyczek, Szaruga, Obirek ou Małgorzata Melchior en particulier pour ce qui est des chercheurs travaillant sur la Shoah. Et c'est typiquement une de ces situations critiques qui, paradoxalement, dans ma carrière, dans la réception de mes textes, aboutissent, fonctionnent un peu comme des caisses de résonance, en fait, où il y a où cette critique-là, cette transgression et ces moments de débat agissent très bien tant pour ma poésie que pour moi-même, en fait. Un autre cas, un autre exemple de ces résonances pourrait être la réception de mes textes dans les États-Unis, où certains
lisent en fait ou réagissent à ces textes, non seulement en suivant l'histoire de la Shoah, mais également par rapport aux violences propres au continent américain, et notamment au moment du mouvement Black Lives Matter. Et il ne s'agit absolument pas de mettre en parallèle ou d'une quelconque symétrie entre ces deux phénomènes, mais en fait de réfléchir sur, encore une fois, des moments éthiques qui apparaissent et sur l'universalité plus largement de la violence et d'une sensibilité à la violence qui peut s'accroître, et ces réveils éthiques, mais très chers. Peut-être que Claude, je crois que tu veux ajouter quelque chose, un mot sur la musique. Juste un mot, comme ça. J'ai été frappé d'entendre Grégoire mentionner la musique et Mozart. Bon, c'est pas très original, Mozart, mais n'empêche que ça me frappe beaucoup. Il y a dans les poèmes de Grégoire un aspect, disons, une sorte de micro-théâtralité. C'est-à-dire le poème s'avance d'un geste et présuppose, sinon une scène, implique une scène en arrière, peut-être pas une scène, mais au fond la nuit. Et il y a ça chez Mozart aussi. Ce qui surgit chez Mozart dans la théâtralité proprement mozartienne, c'est une présence qui s'avance en aspirant, en induisant en arrière une nuit que j'appellerais, en reprenant certains philosophes, la nuit d'un passé absolu. C'est-à-dire d'une absence d'orientation du temps, tout d'un coup. Le temps est un élément absolument fluide, inorienté, en deçà de ce qui se présente au premier plan. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cela dans ces poèmes. Ouais. Wydaje mi się, że też w kwestii Mozarta chodzi o to, że broń Boże nie porównuję się, nie jestem aż tak głupi, ale wydaje mi się właśnie, bo wcześniej była mowa o minimalizmie i wydaje mi się, że jednak na przykład u Mozarta chodzi, i mi też by na tym zależało, ale w ogóle tego terenu nie osiągam, ale zależy na prostocie i to jest moim zdaniem ogromny klucz. To znaczy jak zrobić coś ogromnie skomplikowanego, ogromnie złożonego, ale absolutnie prostego. Prawie, że na poziomie prostactwa. W sensie, że tak prostego, że oczywistego. I wydaje mi się, że to jest na przykład u Mozarta, to jest w Czarodziejskim flecie, to jest w różnych rzeczach. To są rzeczy, które jakby powinny istnieć. Dziwne, że nie istniały jeszcze przed nim, w sensie, bo są tak oczywiste. W sensie, że Mozart jest tak oczywisty, jakby tak jak woda, w sensie, która leci z kranu, albo jak chmura na niebie. O to mi chodzi, że próba wywoływania rzeczy z przeszłości na przykład, tak jak struktura stołu. No, jakby chodzi mi o to, jak zrobić coś prostego, a jednocześnie użytecznego, a jednocześnie pięknego, a jednocześnie będącego wszystkim. Ale mi się to nie udaje. Donc, bien évidemment, sans me comparer à Mozart, je suis pas. C'est très intéressant cette remarque, mais en fait, je ne suis pas si bête pour me comparer directement à Mozart. Je dirais plutôt qu'il y a quelque chose de minimaliste au sens le plus propre du terme, d'une certaine simplicité qui m'est chère. Et que si je partage quelque chose avec Mozart, ce serait plutôt que mon but serait d'atteindre quelque chose de si évident, si évident comme l'eau et les nuages, comme certaines situations, comme certaines compositions mozartiennes, qu'on s'étonne même comment ça se fait qu'avant Mozart, ces situations, ces compositions, ces éléments n'existaient pas, quoi. Enfin, on est étonné, c'est cette simplicité-là qui m'intéresse, de cette simplicité permettant d'arriver à quelque chose de simple, d'utile et de beau. Et il est évident que Mozart il est arrivé, moi je n'en suis pas vraiment sûr. Peut-être qu'on peut lire encore quelques poèmes, pas de Mozart mais Glazart, Richard Glazart. Richard Glazar. Przybyliśmy do Treblinki o 15:30, tłoczyliśmy się przy oknach, zobaczyłem zielony płot, baraki i usłyszałem coś, co przypominało pracujący silnik rolniczego traktora. Byłem zachwycony. Miejsce przypominało mi gospodarstwo rolne. Cudownie pomyślałem. Dostanę robotę, na której się trochę znam. Richard Glazart. Nous étions arrivés à Treblinka à 15h30. Nous nous pressions aux fenêtres. J'ai vu une clôture verte, des baraquements, et entendu le bruit qui m'a fait penser à un moteur d'un tracteur en marche. J'étais enchanté. Le lieu m'a fait penser
à une propriété agricole. Miracle, me suis-je dit, je trouverai un travail où je m'y connais un peu. Szymon Srebrnik. Nie wierzyłem, że ja przyjadę jeszcze do Polski, do Chełmna i będę stać na miejscu, gdzie mnie zabili. Nie, nie, nie. Szymon Srebrnik. Je ne croyais pas, moi, que je reviendrais encore en Pologne, à Chełmno, et me retrouverais sur le lieu où ils m'ont tué. Non, non, non. I gdybym mógł to jeszcze przy okazji powiedzieć o tym, że to jest być może jeden z najważniejszych składników tej poezji, czyli Claude Lanzmann. I to, że praca Claude'a Lanzmanna, dzieło Claude'a Lanzmanna, jego obsesja dokumentacyjno-montażowa jest dla mnie czymś prawdopodobnie, być może to jest najważniejszy składnik mojej poezji, najważniejszy składnik mojego postrzegania rzeczywistości. I na przykład Richard Glaser i Szymon Srebrnik są oczywiście przede wszystkim Lanzmanna cytatami z nich, a dopiero mnie cytatami z Lanzmanna, więc jest to kolaż, są to strzępki, ale jest to praca Claude'a Lanzmanna nad zagładą, nad historią i to jest dla mnie ogromnie niesamowite, że Claude Lanzmann zrobił najważniejszy dokument o ludobójstwie, o zagładzie, o Holokauście, a jednocześnie zrobił absolutne dzieło sztuki i to się również broni absolutnie w kategoriach artystycznych, co brzmi trochę perwersyjnie, ale udało mu się. On tam nic nie estetyzuje, a jest to porażające, ponadczasowe i zawsze grające na pamięć o ofiarach, a nie o ich sprawcach. Si je peux rajouter quelque chose après ces deux poèmes, c'est que il est bien évident qu'un des éléments cruciaux tant de ma vision du monde que de mon travail est l'œuvre de Claude Lanzmann, la chant en particulier. C'est un des éléments absolument fondamentaux qui m'anime dans tout ce que je fais. Et ces deux poèmes sont bien évidemment des citations, mais des citations du travail de Lanzmann qui cite à son tour les témoignages. Et c'est tout un paradoxe, c'est toute ma fascination pour son œuvre résulte du fait qu'il a réalisé pratiquement les documents parmi les plus importants sur la Shoah d'une part, qui est un document d'une part, mais d'autre part une œuvre d'art absolue qui m'inspire et qui irrigue ma création beaucoup. Oui, je voulais juste ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit et ces deux derniers poèmes, c'est que précisément, moi, j'ai pas lu l'avis critique de cette chercheuse sur la Shoah qui semblait dire que c'était pas convenable d'écrire de tels poèmes. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que contrairement à peut-être certains textes littéraires qui tombent dans le kitsch ou dans les descriptions gore de cette violence, où on est dans le voyeurisme, où on peut être dans le dévoiement de l'expérience ou de la parole de victimes réelles qui ont vraiment existé, comme celles qui sont évoquées dans ces poèmes. Et là, on pourrait dire que c'est pas convenable, et j'ai des exemples en tête que je vais pas citer ici, mais là, au contraire, c'est tout le contraire. C'est précisément parce qu'on est dans des textes complètement épurés, simples, ça a été dit, il y a cette ellipse où les choses ne sont pas vraiment dites, mais on comprend. Et donc, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que là, la matière historique, elle n'est pas dévoyée justement pour faire du voyeurisme ou pour impressionner ou choquer délibérément sans but. Elle est là pour que le lecteur s'interroge. Et c'est précisément parce que c'est bref, concis et ça laisse la place à l'imagination et à l'interrogation. Et là, à mon sens, si tant est que l'historien est à juger des œuvres littéraires, à mon sens, là, c'est parfaitement légitime et c'est parfaitement réussi. En tout cas, ça atteint moi, je pense, le but de faire réfléchir le lecteur, la lectrice, et de dire les choses précisément que les historiens ne parviennent pas. C'est-à-dire les historiens utilisent
parfois les mêmes sources, les témoignages des rescapés, mais évidemment pas les morts, les témoignages éventuellement des bourreaux à leur procès ou qui ont pu témoigner après, mais on utilise ce témoignage à partir desquels on construit notre analyse et nos interprétations. Là, c'est un autre usage, et un usage, à mon avis, complémentaire que l'historien ne peut pas se permettre, mais que la littérature, la poésie en particulier, peut se permettre. Et c'est ça que je trouve assez admirable. Voilà, je voulais partager avec vous. C'est du discours direct. C'est pas un travail des sources. C'est vraiment une mise en présence d'un discours direct. Et comme tel, c'est en effet sidérant. Je pense que nous sommes déjà arrivés presque à 2 heures de discussion. Je proposerais 2 choses, si vous en êtes d'accord. La première, ce serait peut-être qu'on lise encore un poème, même si on ne l'avait pas prévu, un poème que Grzegorz pourrait choisir pour entendre encore un peu sa poésie, un ou plusieurs poèmes. Et puis ensuite peut-être passer très brièvement la parole au public si vous avez des questions. Donc, pendant les poèmes, vous pouvez réfléchir à une question. D'accord? Zanim przeczytam ten wiersz, to wybrałem specjalny wiersz dotyczący Niemiec i Niemców, i to też z powodu tego, że jestem strasznie zawiedziony reakcją polityków niemieckich na wojnę w Ukrainie. J'allais juste rajouter que j'ai choisi un texte exprès qui parle de l'Allemagne et des Allemands. C'est notable, c'est également parce que je suis très déçu par les réactions de la scène politique allemande par rapport à la guerre en Ukraine. Również, jak się nazywa, czyli encore, page 63. Chór dzieci w bawarskiej wsi, pierwszy sopran, drugi sopran i alt śpiewają przy otwartym oknie Brucknera i na pobliskie pola zsyłają harmonię i ład. Marzy im się wąwóz usłany ciałami, psy i inwentarz i zwierzęta polne również. Najmłodsze rodzeństwo i to, które jest już w drodze również. Encore. Les enfants de la chorale dans un village bavarois, premier soprano, deuxième soprano et alto, chantent à la fenêtre ouverte de Bruckner. Et sur les champs d'alentour répandent harmonie et ordre. Ils songent à un ravin jonché de corps, chiens, cheptels et animaux des champs encore, petits frères et petites sœurs et ceux qui sont à naître encore. Vous avez remarqué d'ailleurs que un grand nombre de ces poèmes portent comme titre le dernier mot du poème. Il y a aussi cette construction-là. C'est pas uniquement une épure, comme on le disait, mais il y a en tout cas la simplicité, peut-être mozartienne dont on parlait. Elle s'appuie aussi sur ce genre de dispositif, et notamment d'ailleurs avec un jeu sur les... alors dans le minimalisme, sur les minuscules, il n'y a pas de majuscules. On est dans une fluidité là aussi du poème, des poèmes. Et par ailleurs, très souvent les titres, on a vu ça quand Mateusz, il n'y a pas très longtemps, a jeté un œil sur le manuscrit. Les titres jouent souvent sur les déclinaisons en fait en polonais, donc de l'instrumental, etc. Pour créer un effet attirer l'attention en réalité. Par un hibou, par exemple, le recueil, l'un des recueils, celui qu'on avait publié dans Europe centrale, s'appelle Par un hibou. Et donc voilà, c'est le dernier mot, je pense, du poème, sauf erreur. Et c'est le titre. Voilà, avec cette espèce de construction qui nous fait entrer aussi de plein pied in medias res, un peu comme on l'a fait tout à l'heure en début de séance, grâce à la construction même de la langue polonaise.
c'était juste une remarque un peu trop longue, mais avant de vous passer la parole, si vous aviez des questions, à moins que Grzegorz veuille réagir à ce que je viens de dire, mais je ne pense pas. Il n'a pas l'air, il pose son micro. Donc une question peut-être dans la salle. Oui, au premier rang, Eddy. Je te passe le micro. Oui, c'est à propos de la remarque très rapide que vous avez faite sur Ernst Jünger. Est-ce que vous saviez que pendant la guerre, pendant son séjour parisien, il avait protégé et sauvé une doctoresse allemande exilée qui était juive? Nie wiedziałem. Je ne le savais pas. Pytanie do pytania. Czy to pytanie albo ta wiedza powinna coś zmienić w wierszu, który napisałem? Question à la question. Est-ce que ce savoir ou est-ce que ces informations devraient changer quelque chose dans le poème que j'ai rédigé? C'était un texte extrêmement rapide, hein, qui était... Oui, oui, allez-y. Est-ce que c'était la réponse à la question? La question à la question, en fait. Oui, oui, oui. Powinno coś zmienić. Non, non, non. En fait, il faudrait que je me vois obligé de vous redemander, est-ce que l'information que vous venez de donner devrait changer quelque chose, enfin, aboutir à un changement dans le texte du poème de Grzegorz? Si vous pouvez répéter le poème. Ah, donc on va le relire. Dans les deux langues alors. Dans les deux langues. Vlad Jünger. Ah, yes. Only in French. Bon, alors, Ernst Jünger, 1895-1998. La guerre m'a déçu. La guerre moderne n'a pas réalisé mes vœux. Elle n'a pas été à la hauteur de son modèle littéraire. Par exemple, on n'y voyait pas de chevaux. Voilà, il y a une désinvolture, si vous voulez, dans la citation que vous faites, que vous prêtez à Jünger, qui me paraît passer à côté de ce qu'a été le personnage et l'écrivain. Uwielbiam dzieła Ernsta Jüngera. Wydaje mi się, że znam je wszystkie, szczególnie dzienniki wojenne promieniowania, które tyczą głównie paryskiego okresu, są dla mnie arcydziełem literackim. J'adore les œuvres littéraires de Jünger, je les connais pratiquement toutes, en particulier les journaux de son séjour parisien, dans les rayonnements, c'est ça? Jardins et routes et toutes ces choses. A niestety znam również poza jego dziełami literackimi jego wątki biograficzne. Nie znałem tego wątku z jedną osobą pochodzenia żydowskiego, którą uratował. Chwała mu za to. Ale problem w tym, że słowa, które wyrwałem z kontekstu, to jego słowa. Indépendamment de son œuvre, je connais également malheureusement sa biographie. Je ne connaissais pas l'histoire de cette... Elle est dans le journal. De cette juive sauvée dont vous parlez, mais... Mais les paroles que je cite dans le texte sont ses paroles à lui. Merci. I ja jako reżyser tego ciemnego spektaklu mam tą okropną przewagę, że biorę takie głosy i je umieszczam w takich miejscach i oczywiście w pełni zdaję sobie sprawę, że ktoś może poczuć się, że na przykład Jünger został tutaj niedobrze oceniony, jednakże wciąż upierałbym się, z mojej perspektywy, w moim życiu, z mojego doświadczenia z Jüngerem, a od lat jestem w pewnej obsesji z nim, wychodzi mi na to, że ta wypowiedź nie była wypadkiem, nie była przypadkowa, ani nie była czymś, co odbiegało od jego wielkiej obsesji na punkcie estetyki. To trochę jak z Heideggerem przy okazji.
Vous voyez, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en tant que en tant que metteur en scène très particulier de ce spectacle sombre que ma création, c'est à moi qu'appartient ce rôle très particulier de placer les voix, de mettre les accents. Et je me rends compte qu'on peut m'accuser sous différents angles de mal les situer, en particulier comme dans le cas d'Ernst Junger. Mais en ce qui concerne cette phrase en particulier, après des années d'expérience avec Junger lui-même, je suis amené à la conclusion que cette remarque n'était pas complètement anodine dans son cas. Que c'est par contre de l'insistance sur l'aspect esthétique de la guerre. Il y a une question de Clara Royer dans la salle. Je vois Clara qui lève la main. Tu peux peut-être... Est-ce que tu as besoin du micro? On te le fait passer? Non, je peux peut-être parler très fort. Oui. Voilà. J'aime beaucoup. Merci pour les poèmes que j'ai entendus, que j'ai beaucoup aimés. Merci, Michel. J'ai une question. J'aimerais savoir... Guillaume parlait d'une balade dans le cimetière et du fait que vous preniez des notes. Je voulais savoir où vous écrivez vos poèmes. Est-ce que vous voulez bien nous dire un tout petit peu quelque chose sur votre atelier d'écriture? Toute petite chose que vous écrivez à la main. Est-ce que vous écrivez 15 versions, 35 versions? Enfin, voilà. Merci. Dzień dobry i bardzo dziękuję za pytanie. Rzeczywiście dużo chodzę po cmentarzach, ale to też dlatego, że taki jest mój kontekst biograficzny, bo ja zawsze mieszkałem przy cmentarzu, zawsze miałem cmentarz przy domu, więc dla mnie cmentarz to był rodzaj parku i nie było w tym nic w pewnym sensie niesamowitego. A piszę tak naprawdę ciągle, bo ciągle jestem nastrojony na moment muzyczno-etyczny i ten moment muzyczno-etyczny może się zdarzyć ciągle. Może zdarzyć się w tramwaju, w autobusie, na cmentarzu albo w jakiejś rozmowie. Merci beaucoup pour cette question. Je répondrai en deux temps. D'une part, je me promène en effet beaucoup dans les cimetières, mais ceci résulte également d'un contexte strictement biographique. Toute mon enfance, je l'ai passé près d'un cimetière. J'ai toujours habité près d'un cimetière, donc en quelque sorte, depuis ma tendre enfance, le cimetière me servait d'une sorte de parc, en fait, et je poursuis ces promenades jusqu'à nos jours. Et quant à l'écriture est chez moi constante, en fait, parce que je suis tout le temps à la recherche de moments musicaux et éthique à la fois, qui peut m'arriver, attirer mon attention de tout le temps et partout, dans un tramway, pendant une promenade, dans un cimetière, et ainsi de suite. Wiersze zapisuję na telefonie komórkowym, ale nie tym, tylko takim, który mam w plecaku, w garderobie, na starej Nokii 3110 bodajże, niedziałającej od 15 czy 20 lat. I to jest stary telefon, bardzo trudno się naciska klawisze w nim i jeden wiersz to jest jeden SMS i dzięki temu te rzeczy są, jeśli mam w głowie jakieś wizje, skomplikowane procesy, to wszystko muszę i tak uprościć do długości jednego SMS-a, żeby się nie zmęczyć zapisując i żeby mi się zmieściła pamięć. I dzięki temu jakby ten stary telefon działa na rzecz lapidarności, działa na rzecz skrótu i bardzo często się okazuje, kiedy ten telefon już jest zablokowany, zawalony i przerzucam to do komputera, że to są gotowe wiersze, bo przez ten proces lapidaryzacji ten wiersz się zrobił po prostu na żywo, kiedy starałem się zapamiętać coś i skracałem się na siłę, to okazało się, że skróciłem się tak bardzo, że mam gotowy wiersz. Et troisièmement, quant à la méthode que j'utilise pour noter mes poèmes, en fait, j'utilise pas ce téléphone-ci, mais un vieux Nokia 3310 qui ne marche plus. Dont en particulier le clavier est usé, il faut appuyer avec beaucoup de force pour obtenir une quelconque lettre. Et en fait, mes notes pour les poèmes commencent à être de la longueur des textos. En fait, c'est une contrainte supplémentaire qui m'aide et qui m'oblige par la difficulté d'utiliser ce téléphone d'une autre époque là, à simplifier, à aboutir à ce caractère lapidaire qui m'est propre. Et c'est lorsque la mémoire du téléphone pour un Nokia 3310, c'est forcément plutôt limité. Lorsqu'il n'y en a plus de mémoire, en fait, je passe à l'étape suivante, à la transcription de ces textes, et je me rends compte souvent que j'ai pratiquement de poèmes complets déjà grâce à ce dispositif, et je les transpose sur l'ordinateur.
chciałem tylko jeszcze się odnieść do tego Ernsta Jungera i pańskiego pytania, bo bardzo mi to jest to dla mnie kluczowe pod tym kątem, że mam w sobie ogromne uwielbienie dla sztuki jako sztuki, w sensie dla samej warstwy estetycznej i dlatego, że też paradoksalnie mam duże uwielbienie dla Ernsta Jungera i właśnie takie wypowiedzi, jak tutaj zaprezentował, znaczy ja nie prezentuję jego wypowiedzi z satysfakcją. Jakby samemu mnie boli to, do czego doszedłem i co on wypowiedział i co przerzuciłem. Znaczy wolałbym, żeby on tego nie powiedział i wolałbym, żeby pozostał przy pisaniu dzienników promieniowania wojennych paryskich, ale jakby dla mnie kwestia wybitnych artystów pod tytułem Wagner i kwestia fatalnej biografii, fatalnych zachowań, to jest coś, co jest moją obsesją od lat i to nie ma w związku z ruchem cancel culture i tego, że teraz się obudziłem i idę za nurtem czasów, ale tak, dla mnie moralność jest bardzo nie chciałbym, żeby moralność i życie prywatne było powiązane ze sztuką, ale jest powiązane, czy tego chcemy, czy nie, moim zdaniem. I na przykład nie oglądam filmów Woody'ego Allena od czasu, kiedy wiem, że jest absolutnym pedofilem i to takim 800%, ale wolałbym te filmy oglądać. Wolałbym wrócić do starego, dobrego Woody'ego Allena, ale nie mogę tego zrobić. To samo z Klausem Kińskim. Klaus Kiński, aktor, urodził się w Sopocie koło Gdańska. Byłem zafascynowany Fitzgeraldo, Agirek Gniew Boży, całą dyskografią Herzoga. Wiesz, bo c'est la votre faute. Hein. Mais bon, j'aimerais revenir quand même à cette histoire de Junger parce qu'elle me travaille. Je vous remercie encore de l'avoir provoqué, en fait. Mais je trouve que ce qui ressort dans ce débat est un élément absolument crucial pour moi. Je suis un fervent admirateur de la strate esthétique, de l'aspect strictement esthétique de la création et de Junger quelque part aussi. En revanche, cette phrase que je cite, en fait, je suis pas satisfait. Elle résulte de mon manque de confort dans cette situation. J'aurais préféré ne pas la noter et ne pas la citer. Donc, grosso modo, j'aurais préféré que Junger ne la prononce pas lui-même, en fait. Et je suis... c'est un peu comme avec Wagner. J'ai depuis très longtemps une obsession personnelle quant au rapport de la biographie avec la création artistique. On aimerait tellement que la morale et la vie privée ne soient pas en lien, en résonance, ne soient pas en lien avec la création artistique, mais ils le sont et on n'y perd rien. C'est pour ces mêmes raisons que j'aimerais beaucoup. J'ai arrêté de regarder les films de Woody Allen depuis que j'ai compris qu'il était en fait un pédophile, mais j'aimerais tellement pouvoir ne pas l'avoir fait en fait. Et pourtant je l'ai fait. C'est un peu la même chose avec Klaus Kinski qui est par ailleurs né à Sopot, à 2 pas de Gdańsk, Sopot en allemand. Et c'est là que j'ai arrêté. Znaczy, był również pedofilem jak Woody Allen, ale chciałem powiedzieć tylko, że to są rzeczy, które absolutnie mnie bolą, tylko że to jest taki moment, gdzie się opowiada po stronie ofiar, a nie... To jest moment, gdzie ta gra estetyczna się kończy i gdzie pokazuje się ułomność sztuki i tego, że czasami trzeba po prostu porzucić sztukę i być po stronie ofiary. Et j'aimerais juste compléter pour dire que Klaus Kinski était également pédophile. Et tout ça pour vous dire au fait que c'est un moment où il faut se positionner soit du côté de l'art, soit du côté des victimes notamment, et des victimes de ce créateur. C'est là où le jeu esthétique s'arrête en fait. Et il faut parfois abandonner l'art au profit des témoignages de l'éthique en fait. Je propose que nous arrêtions sur cette phrase. Je voulais donc vous remercier toutes et tous d'être venus pour vos questions. Remercier aussi bien sûr la Maison de la Poésie, remercier les intervenants et vous dire que nous nous retrouvons le 7 mai, puis 2 fois en juin, dont le 11 juin, l'autre date, je l'ai oublié. Mais voilà, nous allons rendre hommage à Michel Deguy et aussi à Pasolini au mois de juin. Merci encore et à très bientôt. N'hésitez pas à envoyer des SMS à Grzegorz. Au revoir.
Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za obecność. Byliście świetną publicznością, bardzo cierpliwą do moich monologów. Merci beaucoup de votre attention et en particulier pour votre patience quant à mes monologues. Ogromnie dziękuję Audrey, bardzo dziękuję Claude'owi, dziękuję Guillaume'owi, że to wszystko mogło się wydarzyć. Dziękuję Mateuszowi za pomoc w redakcji książki i to jest bardzo cudowne i bardzo wspaniałe. Nie mam dobrych słów, żeby okazać moją Je n'ai wdzięczność. pas vraiment de mots, mais je tenais à remercier Audrey Kichelewski, Claude Mouchard, Guillaume Étayer pour cette rencontre et moi-même notamment pour voilà. Papiera.